En 2006, une décision historique a été prise. Pluton n'est plus considéré comme une planète à part entière. Je ne sais pas si vous en souvenez, personnellement j'avais 6 ans et je comprenais pas vraiment le cheminement d'une telle rétrogradation. 17 ans plus tard, je comprends déjà mieux, mais je réalise aussi que Pluton est techniquement toujours une planète. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Son statut a déjà été la cible de critiques. Il faut dire, avec ses 2376 km de diamètre, elle est plus petite que la Lune. On a donc du mal à la considérer comme une planète à part entière. Toutefois, elle n'est pas la seule à se retrouver dans ce cas de figure. On a découvert entre-temps des dizaines de corps similaires qui sont au-delà de l'orbite de Neptune, que l'on appelle les objets transneptuniens. Bien qu'ils aient pratiquement la même taille et la même masse, ils n'ont jamais été aussi médiatisés que Pluton. Faut-il aussi les considérer comme des planètes, ou est-ce simplement Pluton qui n'a pas sa place parmi les grandes? En 1999, l'astronome Brian Marsden propose de lui donner le simple statut d'objet transneptunien. Au vu des découvertes qui s'enchaînent, il est persuadé qu'à très long terme, l'humanité répertorie des centaines, voire des milliers de petites planètes aux confins du système solaire. Et lorsqu'on en aura répertorié 10 000, Pluton sera classé 10 millième, en guise de symbole. Évidemment, personne n'accepte sa proposition et l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, mettra une petite mise au point expliquant que elle seule peut décider ce qui est une planète ou non. Pourtant, 7 ans plus tard, le vote sur la rétrogradation de Pluton aura bien lieu. L'Union a cédé à quelque chose de plus fort qu'elle, une révolution dans la manière de concevoir et de répertorier les planètes. Qui a tué Pluton? Qui est à l'origine de cette décision aussi historique que controversée? Beaucoup diront que c'est lui. Vous ne le connaissez pas, mais il est à l'origine de l'un des effets papillons les plus incroyables de la science moderne. Son nom, Michael Brown. Michael travaille au centre des planètes mineures, dont l'objectif est de découvrir des objets à mi-chemin entre les astéroïdes et les planètes classiques. En novembre 2003, lui et son équipe du Caltech découvrent un objet très étrange, avec une orbite tellement lointaine et elliptique qu'il lui faut pas moins de 12 millénaires pour effectuer une révolution complète autour de notre étoile. 12 000 ans pour faire le tour du Soleil. À titre de comparaison, Pluton ne met que 2 siècles et demi. Sedna, de son vrai nom, s'ajoute au tableau de chasse de Michael Brown. Elle est presque aussi grande que sa voisine, donc pourquoi ne pas la considérer comme une planète normale? Pluton a-t-elle des privilèges, quitte à créer une contradiction dans l'administration des catalogues astronomiques? L'année suivante, en 2004, une autre planète mineure s'invite à la liste et pourrait bien changer la donne. Son nom? Xena, en hommage à la série télé Xena la guerrière. Ouais, on a les références qu'on a. En parallèle, il avait dans ses cartons 2 autres trouvailles, Haumea et Makemake. Rendez-vous compte, 4 nouveaux objets en 2 ans. Ce type est un véritable chasseur de planètes. Cette collection prestigieuse ne va pas directement être communiquée dans la presse. Michael voulait attendre le mois d'octobre 2005. Cependant, il va précipiter son annonce parce qu'une équipe espagnole prétend aussi les avoir découverts. À la suite d'une procédure judiciaire totalement surréaliste, Brown va obtenir la paternité de Xena et Makemake. Les documents sont archivés en juillet 2005 et Xena change de nom pour adopter celui de Eris, en hommage à la déesse grecque de la discorde. Rien à voir avec l'application. D'ailleurs, pendant un temps, le nom provisoire de Makemake était Easter Bunny, littéralement lapin de Pâques. Les mecs ont très peu d'originalité pour trouver des noms. Eris tourne autour du Soleil en 559 années terrestres. Mais elle pose un problème de taille. Littéralement, les estimations lui donnent un diamètre aussi large que Pluton elle-même, et même une masse plus importante. Ce qui pousse les médias à considérer cette découverte comme la 10e planète du système solaire. En 2010, les astronomes profitent de son occultation en passant devant des étoiles lointaines pour calculer sa taille. 2326 km de diamètre. Presque aussi large que Pluton, à 43 km près. L'autre problème est la densité moyenne. Si je prends 1 cm3 de Pluton, il pèse 1,88 g. Si je prends 1 cm3 d'Eris, il pèse 2,52 g. Eris est plus lourde que Pluton. Mais qu'en est-il de Sedna, d'Haumea, de Makemake, de toutes les autres qui ont déjà été découvertes? Si Eris mérite son statut de planète, le reste de la collection doit impérativement suivre, sans quoi il en résultera une contradiction scientifique et un échec dans la manière de nommer les choses. C'en est trop pour l'Union Astronomique Internationale qui doit alors redéfinir ce qu'est une planète. Problème, la définition n'existe pas. Il faut donc la créer.
3 conditions sont nécessaires. Orbiter autour du Soleil, avoir un équilibre hydrostatique et avoir la mainmise gravitationnelle sur son voisinage proche. Pluton remplit les 2 premiers critères. Elle orbite autour de notre étoile et possède un équilibre qui lui permet d'avoir une belle forme ronde. Mais elle ne remplit pas le 3e critère, celui d'avoir fait le ménage dans son entourage. Voyez-vous, la Lune est beaucoup plus influencée par la Terre que l'inverse, parce que la Terre est beaucoup plus massive que son satellite. Même chose pour Mars avec Phobos et Démos, et ne parlons même pas des géantes gazeuses. Pluton est trahi par sa propre lune, Charon, découverte en 1978. Elle est tellement grande que les 2 corps se tournent l'un autour de l'autre. Et c'est sur ce critère qu'elle sera reléguée au rang d'une nouvelle catégorie qui a été inventée spécialement pour elle, les planètes naines. Le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale rétrograde Pluton. L'impact de cette décision aura un retentissement mondial. Tout cela a changé en l'espace de 3 ans. On peut se dire que ce ne sont que des problèmes administratifs, des définitions, des catalogues, bref, de la sémantique. Mais comme dirait un certain Étienne Klein, si on définit mal les choses, on finit par mal les penser. Michael Brown sera détesté par un nombre considérable d'astronomes pour avoir engendré un effet papillon avec ses découvertes. Il reviendra sur cette polémique mondiale en publiant un livre intitulé « Comment j'ai tué Pluton et pourquoi il le fallait ». Il n'y a pas à dire, ce type maîtrise parfaitement l'art de la provocation. Mais en même temps, est-il seulement coupable? C'est pas un grand méchant, c'est juste un scientifique qui fait son travail. On lui demande de découvrir et répertorier des planètes mineures, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre et répertorie des planètes mineures. C'est tout. Ses détracteurs sont de la même nationalité que lui, des Américains, qui considèrent que Pluton est toujours une planète à part entière. Pourquoi? Parce qu'elle a été la seule planète à être découverte par un Américain. C'est Clyde Tombaugh qui, en 1930, en recherchant une planète qui pourrait expliquer les perturbations gravitationnelles de Neptune, tombe par hasard sur un point obscur dans le ciel qui ne se déplace pas de la même manière que le fond étoilé. Pluton est découvert. Pourtant, la légitimité de l'astre était déjà contestée juste après sa découverte. L'astronome Armin Otto Lochner exprimait déjà son scepticisme quant à la trouvaille de son collègue. Pluton ne résout aucun problème de gravité, mais elle est quand même considérée comme une fierté de l'astronomie américaine, le symbole d'une nouvelle puissance qui entreprenait au début du XXe siècle de construire les plus grands observatoires du monde. Enlever Pluton des planètes classiques, c'est enlever son découvreur, Clyde Tombaugh, qui était américain. C'est plutôt ironique quand on sait qu'aujourd'hui le plus grand découvreur de planètes naines, c'est Michael Brown, qui est également américain. Cette attitude très chauvine est souvent moquée dans le reste du monde. Mais en même temps, est-ce vraiment mal de l'être? Je veux dire, si le symbole de la puissance scientifique de votre pays est raillé ou rétrogradé, comment le prendriez-vous? Mal, sans doute. La géante Neptune a été découverte par Urbain Le Verrier, un astronome français qui a prédit la position de la planète par le calcul. Si on nous disait que Neptune n'est plus une planète, c'est un monument de la puissance scientifique française qui serait entaché. Le 19 janvier 2006, 217 jours avant la date du vote fatidique, la NASA envoie dans l'espace la sonde New Horizons, qui a pour objectif principal de survoler Pluton. Personne n'avait encore visité un astre aussi lointain dans le système solaire. On ne connaissait même pas les détails de sa surface. Il n'empêche que la planète que New Horizons devait étudier n'était pas encore rétrogradée au moment de son lancement. Lorsque la sonde arrive à destination le 14 juillet 2015, après 9 ans de voyage, son ordinateur de bord est toujours conçu pour analyser une planète classique, et pas une naine. Elle emporte également une partie des cendres de Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton en 1930, en guise de symbole. Mais lors du vote, New Horizons était déjà partie. Elle se dirigeait déjà vers Jupiter, sa prochaine escale, pour aller vers Pluton. Beaucoup estimaient que la rétrogradation était une insulte à la mémoire de Tombaugh. Le débat reste encore ouvert aujourd'hui. Parmi les critiques, celle qui est revenue le plus souvent, c'est l'absence totale d'empathie et de prise en compte de la ferveur populaire. L'attachement émotionnel que nous avons envers ce petit corps lointain et son satellite bizarre n'a jamais été pris en compte pour le vote. Personne n'a souligné la popularité de Pluton. Et en même temps, ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on n'a pas à mettre nos émotions, nos biais cognitifs au-dessus des faits scientifiques. Nous avons l'habitude de s'attacher à des choses, à des objets qui n'ont aucune émotion.
C'est un sentiment profondément normal et humain. La preuve, aux États-Unis, un nouveau mot est apparu. To be Plutoed, se faire plutonner, littéralement. Ça signifie être dévalué lorsque quelqu'un vous prête moins d'importance qu'auparavant. Ce vote historique a même eu un impact sur le langage des Américains. C'est vous dire le niveau de somme qu'ils avaient. Mais c'est pourtant oublier la réelle controverse de cette décision, parce que le vote s'est déroulé dans des conditions déplorables. Le congrès de 2006 de l'Union astronomique internationale s'est déroulé à Prague pendant 12 jours, et la question de Pluton n'a été traitée que le dernier, au moment où la moitié des gens étaient déjà partis. Déjà tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais le pire, c'est que seulement 400 personnes se sont exprimées. 400 sur 6000. Un taux de participation de 6,67% sur tous les membres de la commission. C'est absolument ridicule. Comment est-ce qu'une poignée de gens peut décider à elle seule de l'avenir administratif des planètes ? Au-delà de ce qui apparaît comme un véritable scandale, cela soulève aussi une question beaucoup plus profonde. Faut-il voter pour des faits scientifiques ? Est-ce que la réalité du monde doit être sujette à un vote sélectif ? Qui a le droit de voter ? Comment on procède ? Toutes ces interrogations ont été balayées par la présidente de l'Union en 2009, expliquant qu'elle ne reviendra pas sur le vote. Le monde entier de l'astronomie doit inscrire dans ses bases de données que Pluton est une planète naine, parce que c'est l'Union qui l'a décidé. Mais quoi qu'on en dise, la nouvelle définition de ce qu'est une planète est extrêmement intelligente et sélective. En science, il n'y a pas d'exception à la règle. Si Pluton est considéré comme une planète normale, alors tous les autres objets transneptuniens qui ont été découverts récemment doivent être des planètes normales. On pourrait se dire que la ferveur populaire se doit de dépasser la science, parce que c'est un cas unique. Sauf que non, c'est déjà arrivé par le passé. Au début du 19e siècle, les 4 plus gros astéroïdes de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter, sont découverts. Ils répondent aux noms de Cérès, Junon, Pallas et Vesta. Ils sont tellement massifs que le statut de planète leur a été accordé. À l'époque, il y avait 11 planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus. Seulement, à la suite d'observations plus poussées, on s'est rendu compte que les 4 nouveaux trublions de l'espace n'étaient pas suffisamment massifs pour être considérés comme des planètes. Ils ont donc été rétrogradés au rang d'astéroïdes. Ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo. Si on prend toutes les catégories, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire au total? La réponse? Beaucoup. La proportion de la taille et de la masse est largement à la cause de Jupiter. Mais en termes de nombre, celles qui dominent sont les planètes naines. Pluton, Oméa, Eris, Sedna et j'en passe. Même Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture, est catalogué ainsi. Depuis 2006, Michael Brown continue de travailler pour le Caltech et de répertorier des nouvelles planètes naines. Il les a pas toutes découvertes, mais c'est quand même l'un des plus grands découvreurs. À l'heure actuelle, 741 objets transneptuniens pourraient être, à court terme, considérés et catalogués comme des planètes naines. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce nombre en temps réel et la dernière mise à jour date du 6 janvier 2023. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à l'école par cœur le nom des 749 planètes au total? Ouais, moi non plus. D'autant plus que la majorité d'entre elles ont des noms à coucher dehors. Oméa a beau être joli et instinctif, ça n'est que le surnom. En temps normal, il s'appelle 2003 EL61. Glamour. Si on veut jouer avec les mots, on peut dire que Pluton est toujours une planète. Soit parce que les gens possèdent un attachement particulier, soit parce qu'ils considèrent que la définition d'une planète selon l'Union est illégitime et provoque un flou administratif. Ou tout simplement parce qu'il y a différents types de planètes, et que si on les prend toutes en compte, il y en a 749. En attendant, vous pouvez regarder mes autres vidéos, vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À très bientôt.